Bien, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup d'être présents à ce webinaire. C'est le premier de cette nouvelle année et j'en profite pour vous souhaiter en fait une excellente année 2024, mes meilleurs vœux. Donc, nous sommes toujours ravis de vous retrouver ici à chaque semaine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée Côté. Je suis l'une des directrices scientifiques du RÉSIC. Je suis accompagnée de ma collègue Céline Gélina, qui est également directrice scientifique du RÉSIC, et Marc-André Maheu-Cadot, notre directeur exécutif, un incontournable. Donc, je vous présente notre conférencière dans quelques instants, mais avant, simplement vous préciser que lors des webinaires, vous pouvez poser vos questions par la fonction en bas, questions-réponses. Et c'est à la fin qu'il y aura une période d'échange et on pourra transmettre vos questions à notre conférencière. Donc, je vais assurer la modération des échanges. Donc, sans plus attendre, notre webinaire s'intitule aujourd'hui Comment mobiliser les citoyens et les citoyennes en période de pandémie? Exemple du projet DigiCite sur les applications de notification de contact pendant la pandémie COVID-19. Donc, c'est présenté par le docteur Marie-Pascale Paumé, qui est médecin de santé publique, professeur à l'École de santé publique et au département de médecine de famille et médecine d'urgence de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse dans l'axe innovation au Centre de recherche du CHUM, où elle est titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des pratiques de pointe, donc boursière senior FRSQ. Elle y développe un programme de recherche qui porte sur comment les patients, les usagers, les proches et les citoyens sont des agents de changement pour faire évoluer le système de santé. Elle s'intéresse à l'apport des technologies dans ce domaine et la manière dont les technologies modifient la relation entre ces personnes touchées par une problématique de santé et les professionnels de santé. Elle est aussi co-directrice scientifique du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public et aussi médecin conseil à l'Institut national d'excellence en santé des services sociaux, l'INES. Donc, encore merci encore d'être avec nous aujourd'hui et je laisse la parole à Dr. Paumé et je vous retrouve à la fin de l'activité. Merci beaucoup. Vraiment un grand, grand merci, José, pour cette très belle introduction. Je voudrais vraiment vous remercier tous les 3 pour votre, invitation. Je suis très, très heureuse, de passer ce moment avec vous. Ça se veut d'abord un moment d'échange, mais évidemment pour un peu casser la glace, je vais vous présenter le fameux projet, DigiCite et puis, ensuite je serai ravie de revenir un peu sur, comment on peut mieux intégrer, la voix des citoyens, des usagers, des patients et des proches aidants, dans le système de santé, d'une façon plus large. Donc, je vais faire mon partage, d'écran. Voilà, voilà. Donc là, il est, en plein écran, sur mon ordinateur. Je suppose que c'est la même chose pour vous. Alors c'est un projet, tout à fait assez innovant là, puisque, il a été financé par l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, dans le contexte, de la pandémie où on s'était, rendu compte effectivement que, il y avait des applications de traçage, qui étaient en train de se développer et qu'il y avait peu de choses qui avaient été faites, en lien avec la participation des citoyens. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a proposé ce projet DigiCite qui se veut donc pour, citoyenneté digitale, et de voir de quelle manière on peut mieux engager, les patients, dans un contexte de pandémie, mais en utilisant aussi, des technologies. Hem, je sais pas pourquoi ça marche pas, j'arrive pas à passer ma diapo. Ah voilà. Bon, bah, là, c'était un petit clin d'œil pour la reconnaissance du territoire pour l'université de Montréal. Alors le contexte de la recherche, au moment où il y a eu, bien sûr, cette fameuse épidémie de Covid-19, on a beaucoup parlé, des applications, de traçage de contacts. Donc je vous rappelle rapidement, hein, c'est vraiment d'avoir la possibilité sur son téléphone d'avoir, une application, qui nous permet de donner de l'information sur notre statut par rapport, à la Covid-19 et aussi éventuellement de recevoir des informations sur les personnes qui sont autour de nous et qui pourraient avoir un statut aussi, qui pourrait avoir un impact sur notre propre santé. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus, là, ça a été quand même, pas mal de tensions pour savoir si, ces applications respectaient bien la protection des droits individuels et quels étaient aussi les bienfaits finalement au niveau collectif. Il y avait, donc, pas mal d'interrogations dans ce domaine-là en disant: «Ben, est-ce qu'on va donner de l'information personnelle qui pourrait se retourner contre nous? Ou au contraire, est-ce que c'est une information qui va nous protéger?»
Et les citoyens et les patients ont été très peu consultés et peu intégrés dans les processus de développement des outils technoscientifiques, en particulier dans le contexte de la Covid-19 où tout allait excessivement vite. Et l'idée du projet DigiCit, c'est de dire, ben, même si on est en période de pandémie, on devrait quand même être capable de pouvoir consulter les personnes. Donc c'était un peu ça, on se mettait un peu au défi pour faire en sorte qu'il y ait une utilisation finalement socialement acceptable et durable de technologies en contexte de pandémie. Plus particulièrement, donc, ce projet se cherchait à regarder comment on pouvait créer un débat public avec une mise en place d'une recherche collaborative. On voulait aller chercher aussi les perceptions des citoyens et des patients à l'égard de ces technologies de traçage et de notification d'exposition. Et finalement aussi, voir de quelle manière on pourrait faciliter la collaboration entre les décideurs, les développeurs de technologies et la population afin d'assurer que les développements répondent aux préoccupations des utilisateurs. On avait aussi la volonté, de mieux connaître l'utilité et les défis de la santé numérique en contexte de pandémie, de travailler aussi sur comment on pouvait créer un questionnaire, qui permettrait justement d'aller chercher la perception de la population et tout ça bien sûr, dans une finalité qui était, de mieux appréhender l'acceptabilité sociale d'applications de traçage et de notification. Ah, ça, c'est un petit schéma que j'avais publié dans le cadre d'un travail que j'ai fait à l'INES. Donc, je vais revenir, la présentation va se dérouler sur les 6 touches du téléphone. Moi, je l'appelle mon petit téléphone là. Donc, la première, c'est de revenir un peu sur l'identification des besoins. Donc, je vais vous présenter un peu la revue de la littérature que l'on a réalisée. Ensuite, plus particulièrement, comment on a créé un comité, consultatif pour nous aider à réaliser, une étude sur l'ensemble de la population, au Québec. Et puis ensuite, je vais vous parler, hein, des résultats et finalement aussi, de l'appréciation de cette expérience et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon. Alors l'identification des besoins, comme je vous disais là, on est parti d'un financement octroyé par l'OBIA avec le soutien aussi du Fonds de recherche Québec Santé et j'avais aussi, bien sûr, aussi mis quelques petits, un peu de ressources, grâce à la chaire. Et on a, donc une équipe au départ, portée par, 3 co-chercheurs, dont, un patient du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, qui était vraiment co-chercheur principal, avec Leslie Osmaniou qui, donc est un médecin, urgentiste, à McGill, auprès de qui est pédiatre, donc, urgence pédiatrique. Et on avait, 7 co-chercheurs, co-chercheuses, des collaborateurs et une assistante de recherche. Donc voilà un peu les membres donc, de l'équipe. On avait vraiment des personnes venant d'horizons, très variés, comme vous voyez ici le Cyrano, l'Institut du Nouveau Monde, les directions qualité, évaluation, performance et éthique, venant aussi de centres, de recherche et aussi, donc, du comité aussi IDEA et CEST qui permettait d'aller chercher, la dimension éthique, donc, pour ce projet. L'INM était aussi pas mal présent, et puis bien sûr, le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Alors on a débuté par une revue de la littérature qui a quand même été, menée, assez rondement. On voulait regarder, finalement, quels étaient qu'est-ce qu'on apprenait dans la littérature du développement de ces applications de notification d'exposition. Et d'essayer de faire ressortir, donc, des recommandations qui nous permettraient de bâtir aussi, notre propre, étude, auprès de la population générale. J'aurais dû un peu vous dire, mais on est parti un peu de 3 grands faisceaux, d'intérêt là. On voulait d'abord voir un peu comment on co-construisait, des applications, comment on rentrait aussi dans un environnement de santé durable, donc avec vraiment, s'assurer en tout cas qu'on respecte un certain nombre de principes sur l'élaboration, de ces applications et aussi au niveau éthique si, il y avait un certain nombre de principes qui étaient, respectés. Ça nous a permis, de développer un certain nombre de constats. Donc, d'abord, il y avait peu d'articles qui décrivent l'impact des applications, de recherche de contact sur les domaines environnemental, organisationnel et économique, qui sont essentiels pour évaluer l'innovation responsable en santé. On a aussi trouvé très peu d'articles qui évoquaient la nécessité d'effectuer une évaluation continue de l'application. Il y avait peu de réflexion aussi sur l'implantation ou l'impact global sur l'organisation des soins de santé et finalement, bien alors là, quasiment égal à zéro, la possibilité d'avoir un engagement, du public pour la constitution de ces applications.
Donc quand même intéressant de voir que, tout ce qui avait été publié dans le domaine était relativement assez pauvre dans ces différentes dimensions. Alors on a recommandé, dès cette, 1re étude, de faire en sorte qu'il y ait une meilleure information des utilisateurs et des utilisatrices quant à la mise en place de ce type d'application pour protéger leur vie privée, donc d'être, beaucoup plus transparent. D'avoir aussi une capacité de suivre, la manière dont les personnes utilisaient ces applications, donc d'avoir vraiment un suivi, proactif et d'être capable de pouvoir faire des ajustements. Aussi de changer la terminologie parce qu'il y avait un gros problème aussi avec les applications de traçage, là, ça peut faire vraiment, excessivement peur et plutôt de passer à des applications de notification d'exposition, donc qui rend aussi les choses beaucoup plus dynamiques. Et finalement aussi, d'avoir une bien meilleure implication et transparence envers, la population sur la manière dont on développe ce type de solution. Parce qu'effectivement, est-ce que ça va chercher des données, ultra personnelles, ou pas? Puis, il y avait, tout un débat avec, Ivado qui, proposait une application, puis on avait du mal à comprendre si effectivement il y avait des données très, très, personnelles qui étaient récupérées ou pas, ou au contraire c'était vraiment, juste du Bluetooth avec, de l'information très minimale sur le statut, finalement, en lien avec la COVID-19. Et finalement aussi d'étudier les facteurs qui pouvaient soutenir ou pas l'adoption, responsable de telles applications. Et finalement aussi, qu'est-ce que ça pouvait entraîner en termes d'aide, à la limitation, de la propagation, du virus. Donc, d'avoir vraiment un impact sur des décisions en termes de santé publique. Notre deuxième de notre deuxième mandat, c'était vraiment justement de réaliser une étude auprès de la population pour essayer de mieux comprendre quelle était sa perception par rapport à ces applications de notification. Et donc on a, travaillé au recrutement, de patients et de citoyennes et de citoyens et donc on voulait avoir, des personnes qui pouvaient avoir vraiment des backgrounds très différents. L'idée aussi, c'était d'avoir la moitié de personnes qui étaient plus sur un mode de citoyen et des personnes qui étaient plus en lien, avec, une représentativité, de patients. Parce qu'on voulait avoir des personnes qui pouvaient être directement, touchées parce qu'elles avaient des pathologies chroniques, et donc qui pouvaient être plus intéressées peut-être que des citoyens à ce genre d'application. On a fait, 5 rencontres de ce comité. Chaque patient a reçu, donc une rémunération. On est passé par un appel à candidature relativement assez large dans la population générale, relayé beaucoup par, l'Institut du Nouveau Monde, l'INES, le Centre d'excellence et puis aussi la communauté de pratique sur le partenariat patient que je codirige avec un certain nombre de collègues, qui permet de pouvoir toucher, tous les établissements, au Québec, au travers des personnes qui sont en responsabilité sur le partenariat dans les SIS, les SUS, les CHU et les instituts. Donc, bon, je vais passer rapidement, mais, il y a eu 25 candidatures qui ont été reçues. On a fait des entrevues, parmi les 18 qui nous paraissaient les plus intéressantes et parmi elles, donc, on a retenu 12 personnes, 6 patients et 6 citoyens, 7 hommes et 5 femmes et vous voyez qu'on allait à 18 ans, de 18 à 65 et plus et que les personnes venaient de 7 régions, différentes du Québec. Certaines avaient des handicaps. Certaines avaient étaient de minorités visibles et puis, on avait une personne aussi qui travaillait, dans le milieu, autochtone et aussi des personnes itinérantes pour qu'on aille chercher aussi, différents points de vue. Donc le mandat du comité, c'était de revenir un peu sur, les objectifs de la recherche, de revenir aussi sur quels étaient les thèmes que l'on voulait couvrir dans notre questionnaire, en lien avec, l'évaluation de la perception de la population, de co-créer, le questionnaire et finalement d'avoir une analyse critique des résultats. Lors de la 1re rencontre, on a aussi, travaillé avec une firme de sondage. Donc dès le départ, on a travaillé avec eux, avec Somme, pour qu'ils puissent suivre aussi, tout le développement, du sondage et on a, vraiment donc, créé tout de suite un document qui a été partagé, qui, a fait l'objet donc de critiques. Donc on était arrivé avec plein de questions qui étaient issues de la littérature et puis, toutes les personnes qui participaient, au comité avaient la possibilité de réagir sur les questions. On a ensuite organisé des groupes de discussion avec, les personnes du comité là et puis aussi avec des personnes venant de groupes plus marginalisés pour, essayer d'augmenter aussi, la capacité d'aller chercher, différents, points de vue. Donc on est allé chercher, 6 organismes communautaires qui, touchent des groupes marginalisés
Et ensuite, on a discuté les thèmes à inclure dans le questionnaire. Donc, on avait 15 thèmes qui avaient été identifiés. Puis là, ça a été assez extraordinaire. Là, j'avoue que, en tout cas, moi, j'ai adoré ces moments-là. Là, on a été capable, à travers Zoom, de travailler en petits sous-groupes des membres du comité. Là, on avait des rotations donc de 3 sous-groupes du comité, qui ont permis quand même sur des vraiment, assez sous pression, là, sous des moments de 10 minutes, de travailler sur la pertinence des questions et finalement, on est arrivé donc à partir de 84 questions à 44 questions qui faisaient du sens pour, l'ensemble des membres, qui faisaient partie du groupe et qui permettaient vraiment d'aller chercher, la perception, des personnes. Donc, notre questionnaire final a comporté 36 questions finalement, portant sur à la fois l'accessibilité à un téléphone intelligent et la littératie dans le domaine de la technologie, l'expérience vécue en lien avec la pandémie et l'application Alerte Covid, les intentions d'utilisation aussi de l'application, les motivations et les craintes ainsi que les barrières qui pouvaient être perçues à l'utilisation de l'application et les conditions d'acceptabilité pour utiliser ce type d'application dans le futur. Ensuite, on a une rencontre pour valider les résultats du sondage. Donc, à la suite de l'envoi du sondage, on a été capable de pouvoir, travailler à l'interprétation, des résultats avec l'ensemble du groupe et il y a eu aussi, donc 5 suggestions sur la façon d'analyser, davantage les données, qui nous ont été proposées par les membres du groupe. Donc c'était vraiment, super intéressant et avec eux, on a vraiment co-construit des recommandations, qui pouvaient faire du sens, en lien avec, si c'était à refaire, comment devrions-nous développer une application, en lien, avec, une notification, de traçage. La réalisation du sondage, eh bien, a été faite du 27 mai au 28 juin 2021. On avait un échantillon qui était issu des travaux de Somme qui nous permettaient d'aller chercher, pratiquement 1 200 personnes qui, étaient représentatives de la population du Québec. Et on avait aussi, ça c'est super intéressant, donc des adolescents entre 15 et 17 ans et des adultes et donc avec la possibilité soit d'aller les chercher par le web, soit d'aller les chercher par téléphone. Les résultats, donc l'accès à la technologie, on avait 83 des adultes qui utilisaient un téléphone intelligent versus 98 pour les ados. 82 des adultes ou des ados utilisent fréquemment des applications qui collectent des données personnelles. Et puis dans le cas de Alerte Covid, il y en avait 43 qui l'avaient téléchargé, pour les adultes, alors qu'il n'y en avait que 26 chez les adolescents. Donc ça, on était assez fiers de nous d'être allés chercher les adolescents, ce que ne font pas souvent les études. Ça pose des problèmes évidemment un peu différents, au niveau éthique, mais on s'est rendu compte, en tout cas dans le cadre de nos résultats, qu'on avait vraiment des choses, différentes qui sortaient en fonction de la population qui était, sondée. Alors l'influence sur la décision de télécharger l'application de l'alerte Covid, pour les adultes, c'était que, ils étaient un et il y a le gouvernement du Québec insistait quand même pas mal pour qu'on le fasse, ou le gouvernement du Canada. Et puis pour les ados, c'était plus les amis et les proches qui les avaient influencés à le faire et ensuite c'était, les recommandations, faites par le gouvernement. Et puis, qu'est-ce qui motivait la non-utilisation, de ces applications? Ben, pour les adultes, c'était le plus de preuves sur l'efficacité de l'application. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas suffisamment de données qui permettaient de montrer que ça servait vraiment à quelque chose. Et puis finalement, bah, il n'y avait pas beaucoup de contacts sociaux, pendant, cette période-là, donc ils ne comprenaient pas trop, quel était l'intérêt. Pour les ados, c'est, aussi pareil, là, ils n'avaient pas tant de contacts sociaux, donc ils ne comprenaient pas trop. Et puis, ils avaient une crainte aussi que ça dure, quand même trop longtemps, donc ils étaient pas très motivés à devoir, rendre des comptes, de façon plus continue. 50 des adultes avaient des inquiétudes par rapport à l'application versus 22 des ados et puis, ces préoccupations, elles étaient vraiment en lien, surtout avec la perte de la vie privée, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui ressortait, mais ça, vous voyez que les ados étaient plus forts là-dessus que les adultes. La cybersécurité aussi de l'application, donc est-ce qu'il pouvait y avoir des bris? Est-ce que, l'information pourrait se retrouver dans le dark web ou de ce genre de choses? Tout ce qui concerne la confidentialité des données, puis la géolocalisation aussi, l'utilisation du GPS, celui qu'on n'avait pas le droit d'aller dans certains endroits et cetera. Enfin bref, donc d'être proche de personnes, donc les gens avaient quand même très peur aussi, des répercussions que ça pouvait avoir, d'être, entre guillemets, «tracés» et puis, qu'on sache où ils étaient et potentiellement avec qui. Les recommandations des utilisateurs pour améliorer l'application, bah, d'abord, d'ajouter des stati vous savez que l'application était quand même relativement assez, rudimentaire, il n'y avait pas beaucoup de fonctionnalités.
Alors les personnes trouvaient qu'il manquait vraiment des statistiques pour essayer de comprendre un peu dans quel environnement ils vivaient, donc avoir des statistiques locales. Aussi qu'ils puissent eux-mêmes ajouter, des tests Covid dans l'application, l'intégrer dans leur passeport vaccinal aussi, où est-ce qu'ils en étaient, par rapport à leur vaccination. Et puis, l'engagement des citoyens, ben, ils pensaient aussi que 66 des adultes et 61 des ados croient que les citoyens doivent être impliqués dans le développement de l'application, donc ils trouvaient que c'était pas suffisamment fait. Et vous voyez ici que, les ados étaient quand même plus intéressés que les adultes à participer à l'élaboration de cette application. Ben, là, en termes de leur connaissance sur l'application, vous voyez que, les ados avaient une perception quand même plus forte que, les adultes sur, qu'est-ce qui se cachait derrière l'application. Est-ce que l'application pouvait identifier les utilisateurs? Ben, 45 des adultes et 40 des ados ont cru effectivement qu'on pouvait, les identifier, alors que dans les faits, on ne pouvait pas les identifier. Et l'application peut localiser les utilisateurs par GPS, donc 46 des adultes et 55 des ados aussi croyaient aussi qu'on pouvait, les localiser alors que, ça n'était pas le cas. Là, je vais passer rapidement là sur un peu les prédicteurs, des réponses, hein, donc le genre, le niveau de littératie et puis aussi, la confiance que l'on avait étaient, 3, prédicteurs plus importants pour, les adultes au niveau des réponses qu'ils pouvaient nous donner. Et puis pour les ados, c'était les personnes très préoccupées par la pandémie, qui dans 5,8 des cas étaient plus susceptibles de télécharger l'application et ceux qui avaient l'impression d'avoir de bonnes connaissances étaient, 5,4 fois plus susceptibles de la télécharger aussi. Donc ça aussi, c'était intéressant. Ça montre que ça vaut la peine d'être transparent, de donner de l'information, que les personnes la comprennent aussi. Ça suffit pas de la donner, mais de s'assurer qu'ils la comprennent. Parce que grâce à ça, effectivement, ils sont plus enclins, à la télécharger. Donc là, je fais un petit bilan un peu du projet. Là, on a été capable de pouvoir d'abord, publier la revue de la littérature. Ensuite, on a publié aussi le résultat du sondage auprès des adultes. On a aussi publié le sondage au niveau des adolescents. C'est un article qui vient juste de paraître, au mois de décembre. On a aussi, publié un sommaire exécutif pour les décideurs que l'on a fait circuler au niveau du ministère et au niveau de la direction de la santé publique. Et on a aussi, réalisé un balado en collaboration avec l'INM pour un peu retracer, l'élaboration, de ce travail, comment on s'y est pris et puis finalement qu'est-ce qu'on en a appris en termes de santé publique. Voilà un peu les 3 articles scientifiques donc avec notre vue de la littérature, le côté citoyen, large et puis ensuite, celui, plus particulier sur les adolescents. Et comme vous voyez aussi le réverbère là qui, c'est vraiment super, il est très, très bien là si vous avez, un peu de temps, je vous encourage à l'écouter là, c'est très dynamique, ça a été très bien fait, c'est, très professionnel, fait par l'INN, donc c'est vraiment, assez exceptionnel. Puis ce qu'on a fait et ben, on a fait aussi un retour, on a fait une évaluation de l'expérience pour essayer de voir un peu comment les personnes qui avaient participé à ce comité avaient vécu ça. Donc on a fait un petit sondage qui était réalisé après la rencontre d'eux pour évaluer ce qu'ils ont le plus apprécié de leur participation aux 2 premières réunions, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qui a facilité la participation. Puis on a aussi après la 4e, rencontre, demandé, une entrevue individuelle avec, chacun des membres pour revenir sur leur motivation à participer au comité, leur satisfaction et finalement comment la méthode pourrait être améliorée pour le futur. Donc ce qu'ils ont beaucoup apprécié, bien sûr, c'est le sujet, c'était hyper «hot» entre guillemets, là, c'était vraiment on était, en plein milieu de la pandémie, on était au pic de l'intérêt d'utiliser ce type d'application. Ils ont adoré aussi la manière qu'on a réalisé sous le forme de sous-groupe de brainstorming qui a été excessivement efficace. Comme je vous l'ai dit, en 10 minutes, là, les personnes, vraiment, donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont eu la chance tous de s'exprimer. Il y avait énormément de ils ont pu vraiment mettre en évidence l'intelligence collective qui se dégageait de tout ce travail. Ils ont beaucoup aimé aussi être inclus, dès le départ du processus. On a vraiment validé avec eux, toute la méthodologie en amont et cetera. Donc c'était, vraiment une vraie recherche participative et ils ont aussi apprécié évidemment leur capacité d'avoir un impact, en participant à ce genre de recherche. Des points améliorés, bah, de temps en temps, il y avait des tâches qui étaient plus ou moins claires dans les réunions, donc ils auraient aimé que ça soit encore plus précis. Le temps de parole qui pourrait être éventuellement plus équilibré entre les participants, ça c'est toujours un enjeu. Il y a des personnes qui parlent plus, il y en a qui parlent moins. Bah, c'est sûr que les sessions de brainstorming, elles étaient hyper efficaces, mais ils en auraient redemandé encore un peu plus, d'avoir plus de temps, de discussion et puis aussi peut-être avoir un peu plus de diversité au sein du comité, même si on avait, eu quelques difficultés pour aller chercher, une diversité plus grande que celle que l'on avait.
Donc ça aussi, on l'a publié dans la revue du Crémis, où on est revenu vraiment sur, les leçons apprises en lien avec la méthodologie qui avait été utilisée, aussi à des fins, de soutien pour, la santé publique, pour l'aider, dans des démarches qui l'intéresseraient, pour aller chercher l'opinion, et le point de vue de la population. Donc on a aussi, fait un article sur la valeur ajoutée du comité de co-création, en anglais. Donc on est revenu aussi sur, comment on intégrait, les voix des patients et des citoyens dans le début des projets technologiques. Donc on proposait carrément une méthodologie, de comment on prend en compte aussi les populations vulnérables, comment aussi, sélectionner les éléments les plus importants qui reflètent les problématiques soulevées par les patients et les citoyens et aussi finalement, réorienter les objectifs d'un projet pour mieux prendre en considération les besoins réels des personnes concernées. Alors un peu, les leçons apprises, hein, c'est que, on a tendance en santé publique à penser que, lorsqu'on est en situation, de pandémie, c'est très complexe et difficile d'aller chercher, la population. Là, je pense qu'avec ce projet-là, on a pu montrer qu'il y avait quand même la possibilité de recueillir le point de vue de la population sur des sujets complexes assez rapidement, parce que finalement tout ça, ça nous a pris 3 mois, 3 ou 4 mois, hein. Ça a été, excessivement, mené rondement. On a montré qu'on pouvait mettre en place une méthode de co-construction rapide, efficace, peu coûteuse, franchement ça n'a pas coûté cher, pouvant être réalisée en situation extrême. Le système de santé et de services sociaux ne devrait donc pas se priver de consulter d'une façon régulière la population, même en dehors du contexte de pandémie, dans des sujets qui sont quand même, assez, complexes et pour lesquels, ben, c'est intéressant d'aller tester certaines idées auprès de la population et de voir quelles seraient les stratégies à mettre en place pour qu'il y ait une acceptabilité sociale qui soit meilleure. Donc je pense qu'effectivement, le projet nous montre en tous les que de finalement se priver, de ces données-là pour mettre en place des politiques de santé publique, c'est vraiment dommage parce que ça peut vraiment orienter, les stratégies de déploiement, enfin de construction et de déploiement, d'interventions de santé publique qui peuvent avoir un impact, sur la vie privée, des personnes. Alors avant qu'on commence le webinaire, on partageait le fait que c'est un des projets, sur lequel j'ai participé qui a été le plus productif. Là, on a quand même, écrit, 5 articles, fait, 1, 2, 3, 4, 5, oui, on a fait, un podcast, et puis, une fiche de synthèse pour le gouvernement. Donc, ça a été quand même, assez remarquable et donc, j'en profite vraiment pour remercier, toutes les personnes qui ont, contribué à ce projet et qui ont fait en sorte que ça devienne un succès et puis, qui montrent aussi que l'intelligence artificielle, peut être un outil, de santé publique, intéressant, mais qu'il faut faire vraiment, très attention sur, la transparence, de la manière dont on l'utilise pour que vraiment la population, puisse s'en emparer et faire en sorte que sa santé soit, encore mieux préservée. Voilà, donc je vais arrêter ici, ma présentation, puis je vais me faire un plaisir, de répondre, à vos questions. Ben, merci infiniment, Marie-Pascale. C'est vraiment, en tout cas, c'est un plaisir, moi, de t'entendre aujourd'hui et de voir, en fait, toutes les étapes qui ont été réalisées. Puis, félicitations à toute votre équipe parce que quand on parle de mobilisation de connaissances, vous avez été vraiment, assurément, au-delà juste des publications, mais en fait, des balados, puis des publications un peu plus citoyennes, en fait, je sais pas. Donc, bravo, beaucoup apprécié. Donc, je, demande en fait s'il y a des questions à notre auditoire de mettre leurs questions en bas dans le volet questions-réponses. Bon, je vois Céline qui a déjà la main levée, donc je te laisse la parole, Céline, puis je poursuivrai moi aussi avec une question. Vas-y. Parfait, beh, merci beaucoup, Mère Pascale, merci Josée. Vraiment une belle présentation, ça a l'air vraiment, d'avoir été un projet agréable à réaliser. Très agréable. Heu, vous avez piqué ma curiosité pour les personnes itinérantes. Les stratégies pour les rejoindre, les impliquer, je veux dire, pour moi, c'est le néant, là, par rapport à ça. Donc, je serais vraiment curieuse, là, de vous entendre, là, sur, les stratégies pour rejoindre ces gens-là puis les impliquer dans le projet. Comment ça s'est passé un peu?
C'est vraiment une excellente question parce que quand on a commencé à travailler avec notre comité aviseur, là, on va l'appeler comme ça, là, c'est eux-mêmes là, qui nous ont amené ça là, en disant, mais finalement, il y a des gens qui n'ont pas accès à des téléphones, qui sont quand même très marginalisés, ou qui ont des barrières de langue, ou qui sont des immigrants qui viennent d'arriver. Enfin bon, bref, plein de populations auxquelles on ne pense pas systématiquement, mais pour lesquelles il faut vraiment faire un effort pour aller chercher leur point de vue. Puis finalement, de voir est-ce qu'ils sont on ne voulait pas les exclure de la conversation. Là. On trouvait que c'était pas éthique là, de les exclure et qu'il fallait absolument aller chercher leur point de vue. Alors à partir de là, on a fait tout un travail pour recenser au niveau communautaire les différentes organisations qui nous permettraient d'aller chercher ce type de personnes. Et on est comme l'accueil Bono, etc. Là, vraiment, d'aller les solliciter pour leur demander si on pourrait même faire des groupes de discussion avec les personnes, les rencontrer même au niveau individuel, etc. Enfin bref. Il faut avouer quand même qu'on n'a pas eu un succès énorme. Ça a été assez complexe. Les gens ont répondu, mais assez vaguement. Ils ne comprenaient pas. La seule chose enfin, c'est vraiment intéressant comment tu peux t'auto-exclure, là. C'est qu'ils nous ont dit, mais nous, de toute façon, on n'a pas de téléphone, puis on n'a pas de truc, etc. Donc, on n'a rien à vous dire. Alors, on a été là. Ben, justement, c'est parce que vous êtes dans une situation un peu particulière qu'on voudrait avoir de l'information sur vous. Et là, ça a été une fin de non-recevoir en disant non, nous, on n'a rien à vous dire là-dessus, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'on a des stratégies encore à aller chercher. Puis, bon, je pense qu'on avait un petit peu de contraintes de temps pour vraiment insister, mais il y a à faire la preuve de l'intérêt de leur participation quand eux-mêmes ne la voient pas, quoi. Donc, c'est pas simple, hein. Et on s'est heurté à un truc auquel on n'avait pas pensé, quoi. Je veux dire, on pensait qu'ils allaient répondre en étant super contents et tout, qu'on les oublie pas, mais non, c'est pas ça qui s'est passé. On a été par contre pas capable d'aller chercher les nouveaux immigrants, donc ça c'était super intéressant. On a fait un groupe de discussion avec des personnes qui venaient à la fois d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc. Pas mal de femmes qui venaient de débarquer avec leur petite famille et qui se posaient pas mal de questions justement en lien avec l'épidémie. Donc ça, on a vraiment eu, pareil, c'est une des associations avec lesquelles on a été en contact qui a été d'accord pour, après la conversation, comme quoi ils ne comprenaient pas trop le projet, pour quelles raisons ça serait intéressant et autres qu'on travaille avec eux, ont quand même réussi à le faire. Puis on a eu 4-5 personnes qui se sont présentées. Là aussi, on rémunérait hein, les personnes, là, donc il y avait quand même un incitatif aussi pour pouvoir le faire. Mais c'est la super question que tu as posée, c'est que c'est pas évident, même quand on va les chercher, qu'on leur demande de le faire et autres, qui voient l'intérêt pour eux de participer, hein, ça n'a pas été si simple. Donc, on l'a Ben, mis dans les limites, évidemment, de notre projet. Hein. Mais c'est des bonnes leçons, puis je pense qu'il faut qu'on retravaille là-dessus, qu'on aille vraiment chercher des médiateurs, des personnes qui ont vraiment... Maintenant, avec un peu plus de recul, je connais maintenant quelques personnes, des médiateurs qui m'aideraient vraiment beaucoup à aller chercher ce genre de personnes. À l'époque, c'est vrai qu'on était un peu pris un peu au dépourvu dans le contexte du projet de recherche, mais il faut d'abord que tu aies aussi peut-être établi des relations avec ces populations-là avant là, de la réalisation de ce genre de projet pour que ça soit plus facile et que tu débarques pas avec ton truc, avec ton étiquette universitaire sur le front, puis ils te demandent mais qu'est-ce que tu viens faire là? Non, non, je mhm. comprends pas trop là. Ben, merci Marie-Pascale. Tu sais, je regardais, moi, peut-être une question aussi, en tout cas, je vais lire les articles aussi. Mais tu parles vous avez développé un questionnaire parce que finalement, pour regarder la perception de l'utilisation en fait, je ne l'appelle plus l'objet de traçage, là, il y a un autre nom, il m'échappe, mais bref, Notification de contact. une notification de contact, je trouve que c'est intéressant aussi ce changement là, parce que vraiment, le traçage, c'est vrai que ça peut être très engageant hein, de se faire tracer. Donc, notification de contact, ça va vraiment mieux. Mais il existe pas mal d'instruments, tu sais, 24H sur toute l'utilisation des technologies. Tu sais, il y a son questionnaire sur l'utilisation des technologies. Est-ce que, puis là, quand je voyais les concepts, j'ai dit, il y a comme une théorie en arrière, mais vous avez vraiment ressenti, qu'est-ce qui a comme motivé vos choix de comme redévelopper un questionnaire ou comment? Parce qu'il existe quand même des questionnaires comme 24H sur le YouTube, là, sur l'utilisation des technos, ou
C'est pas trop. Avez-vous pensé d'adapter un On les a questionnaire? regardés, les Ouais. personnes les avaient en tête là. Puis quand on avait fait un premier tour de questions, il y avait des questions qui étaient issues de questionnaires. Mais ce qu'on voulait, c'est que le groupe s'approprie et le mette en contexte de la Covid-19, et puis ensuite avec aussi alerte Covid en tête. Donc c'est pour ça, on les a laissés après assez libres, hein. On voulait que ça soit leur questionnaire, mais venant à la fois de la littérature, venant des questionnaires qui existaient déjà, et puis le contexte de la Covid. Donc les thématiques qui ont été retrouvées sont pas mal des thématiques qu'on retrouve dans les autres questionnaires, mais elles ont été adaptées au contexte de la Covid-19. Il n'y avait pas de questionnaire exactement comme celui qu'on cherchait là, donc il y avait quand même donc comment ça s'appelle, un espace pour le créer, tout en partant de ce qui existait déjà. Alors on savait qu'il n'aurait pas toutes les, les prérequis de validation d'un questionnaire qu'on aurait pu trouver dans la littérature, mais il avait l'intérêt d'abord de montrer qu'on était capable de pouvoir faire un questionnaire dans un temps assez record, avec des patients, des citoyens, etc., dans des sujets quand même assez complexes et autres, et qu'on arrivait à un résultat qui tenait bien la route, quoi. Donc ça aussi, ça faisait un peu partie aussi de l'objectif là, de notre projet, là, c'était de montrer ça, là, on ne peut pas se cacher derrière une situation d'urgence pour dire qu'on n'en a plus à consulter la population ni les usagers, que c'est tout à fait faisable de pouvoir le faire et qu'on peut développer des questionnaires ad hoc en partant quand même d'acquis de la littérature, mais de le mettre dans un contexte qui fait du sens pour les personnes avec lesquelles on veut travailler, hein. OK. Ben, écoute, merci. Je me demandais aussi, tu sais, comme là, pour les suites de ce questionnaire-là, tu sais, là, on est moins dans la pandémie. Tu sais, tu sais, on peut être dans des situations de crise. C'est comment vous voyez la suite un peu, sachant pas tous les items de votre questionnaire, mais il y aura bien d'autres pandémies, mais on peut être dans des crises d'hygiène publique ou je ne sais pas trop comment vous voyez un peu la suite de ce type de questionnaire ou les travaux futurs. Bah, nous, on était beaucoup sur le déploiement d'une méthodologie, hein. Nous, finalement, les résultats du questionnaire étaient excessivement intéressants pour vraiment mieux comprendre les réticences de la population. Mais ce qui est intéressant, c'est que les questions étaient posées en fonction de la manière dont se posaient les questions les citoyens et les patients. Donc ça, c'était quand même... donc il y avait un peu ça se parlait là, dans les deux sens, là. Et donc, moi, ce que j'ai adoré dans le projet, c'était un peu bah, de prouver qu'on pouvait mettre en place des méthodologies rapides pour sonder la population sur des problématiques complexes. Ça, je pense que ça, c'était un peu mon premier objectif. Le deuxième, évidemment, ça nous a permis de pouvoir sonder la population et mieux comprendre les freins à l'adoption, mais moi, je pense que je le vois plutôt en deuxième. Ensuite, le questionnaire lui-même, bah, il va devenir comme un exemple de questionnaires qu'on peut bâtir qui sont quand même assez rapides. Tu vois, il n'y a pas 50 000 questions. Il y a des thématiques qui vont constamment pouvoir être réutilisées. Là, je veux dire, la façon de les structurer, il est quand même assez basique. Donc, ça peut vraiment être un beau modèle. Il peut être facilement adaptable à d'autres situations si besoin, qui font appel à des applications mobiles, par exemple, qui peuvent avoir un impact sur la vie privée. Et puis, on peut aller plus loin, évidemment, pour valider un certain nombre de qualités de métrologie du questionnaire. Ça, c'est sûr qu'on pourrait faire ça. Pour l'instant, on n'a pas eu de sous là-dessus, là, donc on ne le fait pas, mais ça serait une bonne idée, effectivement, de faire ça aussi, hein. Ben, merci beaucoup. Je laisserai la parole à Marc-André. Je pense que Marc-André a laissé comme une grande question dans le message, mais je te la laisse la poser, Marc-André. Merci beaucoup, José. Oui, en fait, merci beaucoup, Dr. Paumé, pour la présentation. Une des questions que j'avais pour vous, on voit dans les résultats que bon, les participants ont beaucoup d'inquiétudes liées à la confidentialité des données, la perte de vie privée, le fait que l'application peut faire de la géolocalisation. Aujourd'hui, je veux dire, on ne se cachera pas, une grande partie des applications électroniques qu'on a sur le cellulaire collectent certaines données personnelles, parfois même font de la géolocalisation. Comment est-ce qu'on peut expliquer que pour cette application-là en particulier, les gens semblent aussi soucieux de la confidentialité de leur information? Est-ce que c'est parce que c'est lié à la santé? Est-ce que c'est parce que c'est proposé par le gouvernement?
comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient expliquer que ce soit aussi euh, préoccupant pour les gens? Bah, c'est une super bonne question parce qu'on sait exactement ce qui nous a interpellés dans le projet, là, parce que ces craintes-là, les personnes ne les ont pas souvent, en tous les cas au quotidien, quand ils vont télécharger une application sur leur téléphone, où ils ne se rendent absolument pas compte que derrière ce téléchargement, il y a beaucoup d'informations qui sont collectées au niveau personnel. Les conversations qu'on a eues avec tout le groupe de travail, puis les chercheurs, parce qu'on avait quand même des chercheurs aussi très férus dans le domaine de l'éthique, dans le domaine de l'utilisation des technologies, etc., ont amené un certain nombre d'hypothèses. La première, évidemment, c'est l'environnement dans lequel on était, là, de la Covid, où ça faisait comme on mettait un spot sur une problématique donnée de santé, puis là, tout d'un coup, on mettait énormément d'énergie pour parler d'une application, et elle n'était pas noyée dans toutes les applications, mais elle était vraiment, il y avait un grand, grand flash qui était mis dessus. Donc évidemment, ça entraîne le fait que les gens se posent des questions qui ne se posent pas en temps normal, quoi. Et puis en plus, comme c'est dans le domaine de la santé, ben là on touche à un deuxième niveau beaucoup comment ça s'appelle de sujets de préoccupation qui tout d'un coup deviennent plus comment évidents parce que on met on met la lumière dessus, alors que il y a d'autres choses dans la santé qu'on va télécharger qui aussi devraient nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais et puis il y a aussi, je pense, la peur du gendarme, entre guillemets. Là, il y avait la peur d'être pris dans des situations qui pouvaient être à l'encontre des directives de santé publique qui étaient données. Donc, quand on est aussi un peu sur un sentiment d'avoir peur d'être pris en faute, on est encore plus protectionniste par rapport à ces données, là, je pense. Donc, c'était tout un faisceau de circonstances qui ont amené les personnes et puis l'anxiété ambiante, là, je pense que l'anxiété ambiante amène aussi encore plus d'anxiété de façon plus générale là-dessus ou autre chose, là, mais là, ça tombait en plus sur l'application. Donc, c'est et je pense que en ça, c'est déjà aussi une leçon super intéressante parce que ça veut dire qu'il faut être encore plus soigneux quand on est dans des situations où on met encore plus d'énergie, plus de, comment ça s'appelle, de lumière médiatique sur la manière dont on va introduire la technologie et l'innovation. Parce que au-delà des explications qu'on va pouvoir donner de façon rationnelle, au niveau émotif, les personnes vont le recevoir de façon totalement différente. Donc, il y a un grand, grand écart entre le rationnel et l'émotif sur lequel il faut travailler parce que on aura beau expliquer qu'il n'y a pas de risque, etc., les gens entendront autre chose et puis ils le vivront autrement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que l'implication des personnes dès le départ permet, en tous les cas, d'avoir des témoignages de personnes ça va au-delà des scientifiques et ça va de monsieur et madame tout le monde qui ont vraiment participé puis qui peuvent expliquer ce qu'ils ont vécu puis comment finalement l'application se fait. Donc là, on va chercher aussi des ambassadeurs que l'on n'a pas normalement, qui pourraient être aussi vocaux dans le milieu médiatique pour faire passer des messages qui, normalement, sont plus portés par des scientifiques. Et dans ce genre de période, vous savez bien que les scientifiques aussi, il y a des doutes qui émanent de la population envers les scientifiques. Donc, Merci beaucoup pour votre réponse. Merci. Je voyais Céline aussi, tu avais le main levée. Je Ah oui, ben, j'avais une dernière petite question. Je l'ai mis dans le chat, là, donc pas besoin de la répéter. En fait, vous avez, c'est ça, vous avez dans le fond élaboré une banque d'énoncés avec Mhm. le groupe. Puis après ça, vous avez fait une réduction du nombre d'énoncés. Fait que j'étais un peu curieuse de savoir c'était quoi la procédure que vous avez utilisée pour la réduction des systèmes. On a travaillé, ça a vraiment été c'est pas un Delphi là, parce qu'on pourrait vraiment pas appeler ça un Delphi, mais on l'a fait un peu sur ce mode-là, là. C'est-à-dire que les personnes avaient vraiment la capacité un peu de prioriser, chacun pouvait prioriser et pouvait donner des arguments aussi pour prioriser les thématiques.
Et ensuite, il y avait un consensus qui sortait de l'argumentation qui était donnée par les uns et les autres. Donc ça, effectivement, quand on voyait dans les limites de l'étude, avec le fait qu'il y avait des personnes qui étaient plus vocales que d'autres, etc., ça, on peut éventuellement être un peu critiqué là-dessus, parce que c'est sûr que le temps de parole, s'assurer que tout le monde a bien donné, on s'est assuré de ça, mais dans les faits, il y a toujours des leaders dans un groupe. Et probablement que certains leaders ont eu plus de poids que d'autres du fait de leur manière de s'exprimer, la manière dont ils ont amené leurs idées, etc. Enfin bref. Mais c'était quand même bien dosé, quoi. On a beaucoup... Et puis étonnamment, moi, Zoom, je l'avais utilisé quand même dans plein de façons, mais je ne l'avais jamais utilisé aussi efficacement, là. J'avoue que c'était... Non, mais on s'est rendu compte que quand tu mets les personnes en situation vraiment où ils ont vu les documents avant, machin truc et tout, puis après tu leur dis vraiment, là, tu as 10 minutes, puis tu dois vraiment bien expliquer pourquoi tu vas aller dans ce sens-là, pourquoi tu... etc., comment tu argumentes, vraiment. Eh bien, étonnamment, les gens ont une capacité de synthèse, une capacité de, comment ça s'appelle, de faire l'exercice, où tout le monde a été assez bluffé de la façon dont on a été capable de le faire. Et ça pourrait aussi être une manière de réfléchir et de revoir les processus Delphi de façon encore plus efficace, en s'assurant évidemment de tout ce qu'on vient de dire, comment ça s'appelle, les problèmes de relations hiérarchiques entre les personnes, de vocales, de machin, etc. Enfin bon, bref, de s'assurer vraiment que même des personnes qui ont plus de mal à prendre la parole puissent le faire. Peut-être que même ça devrait être sans les visions, là, mais sans la vision, sans qu'on voit les personnes. Je sais pas, il y a sûrement des trucs à faire, là. Mais ça donnait en tout cas des pistes pour faire en sorte qu'on puisse faire des méthodologies quand même assez complexes comme les Delphi de manière aussi efficace, enfin aussi structurée et puis avec une grande rigueur, tout en étant capable de pouvoir le faire avec des médiums différents, quoi. Et Zoom, pour ça, c'est assez étonnant. Là. On peut faire des choses assez dingues. On les avait pas fait voter. On peut aussi faire voter les gens, etc. Ça, on n'a pas fait ça. On a vraiment fait on a plus privilégié la capacité de discussion, de parler et autres, mais ils arrivaient avec des arguments, puis avec une certaine, un certain rationnel derrière leur souhait de... Puis le consensus est sorti de façon assez naturelle. Merci. Donc, Merci à toi. j'irai peut-être avec une dernière question dans notre webinaire. Donc, en fait, comment concilier les divergences d'opinion entre les différentes parties prenantes lors d'une consultation comme celle que vous avez menée? Puis, quels conseils, dans le fond, donneriez-vous aux chercheurs ou aux étudiants intéressés à mener ce genre de consultation? Parfois, on s'inquiète là, que ça aille dans tous les sciences, puis dans tous les sens. Donc, c'est difficile d'arriver à un consensus. Donc, j'imagine un peu votre expérience, puis les conseils à donner. Donc, j'imagine qu'il faut être bien préparé, c'est ce que vous nous avez dit, là, avec ce que Ah ouais, ça c'était hyper préparé. Il y avait beaucoup de documents préparation aussi en amont qui étaient très structurés. On avait la chance d'avoir une professionnelle de recherche absolument remarquable aussi. Ça aide beaucoup, j'avoue. Elle a été absolument incroyable. Elle était très structurée dans sa tête, puis ça se voyait dans la manière dont elle a conduit le projet. Là. Donc, je pense que être très méthodique et tenir les personnes aussi un peu par la main pour les aider vraiment à bien comprendre, s'assurer qu'ils ont bien compris les documents, être toujours à leur disposition, répondre à toutes les questions. On a vraiment été toujours excessivement transparent par rapport à ça. Je trouve que ta question est super intéressante, là. Comment réconcilier des points de vue excessivement différents? Moi, j'ai pas la réponse, hein, c'est sûr. Là, c'est un peu au cas par cas. Dans certains domaines, ce qu'on peut aussi amener, c'est que il y a comment ça s'appelle, des questions qui ne font pas forcément l'unanimité sur la manière de la poser, mais on peut trouver une façon dont elle est rédigée qui va faire un peu plus d'unanimité. Là, je sais pas comment dire ça. Là, souvent le fond et la forme là, sont un peu comment on pourrait dire, entremêlés, puis il faut réfléchir sur le fond et la forme vraiment en les dissociant. Puis quand on dissocie un peu mieux le fond et la forme, on arrive un peu mieux sur le fond à réfléchir sur qu'est-ce qui va motiver le fait qu'on n'est pas d'accord, puis quelles sont les valeurs sous-jacentes qui sont derrière, etc. Puis finalement, tu arrives toujours à trouver un plus petit dénominateur commun qui va amener que finalement les gens vont être assez d'accord sur après la, la
la forme qui va devoir être utilisée là. Donc, moi, je le redécortique comme ça à chaque fois là. C'est revenir vraiment sur le fond, voir qu'est-ce qui achoppe vraiment sur le fond, quels sont les conflits de valeurs qui sont derrière ces divergences, les détricoter ensemble, puis ensuite retricoter ensemble des valeurs qui vraiment nous touchent finalement ensemble, parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, au bout de ça, est en commun quand même. Donc c'est ça demande du travail complémentaire, ça va chercher, et puis éventuellement aussi on peut avoir, quand ça vient de publics aussi différents, des préoccupations qui sont vraiment différentes. Donc peut-être que dans le questionnaire et dans les questions qui vont être données, en fonction du public qui va être, cible, avoir des petites choses différentes aussi. On peut avoir des petites modulations qui vont aller chercher des points de vue qui ne s'adaptent pas à certaines populations, mais qui vont mieux s'adapter à d'autres et qui ont été signalés lors de l'exercice. Donc, garder quand même aussi une certaine flexibilité. Puis ensuite, dans les conseils pour les étudiants qui sont amenés à faire ce genre de choses, bah, d'abord, évidemment, lire les articles parce que c'est quand même pas inintéressant. On a vraiment beaucoup, beaucoup décrit la méthodologie, puis ça peut vraiment donner plein de pistes, plein d'idées, puis on n'est pas non plus des ayatollahs de notre méthodo, hein. C'est surtout pour donner une idée de comment on peut faire, comment on peut arriver avec des méthodologies quand même rigoureuses et assez rapides à mener. Sûrement que ça demande d'être un petit peu coaché par des seniors, là, quand on est un étudiant et qu'on débute et autres. C'est ça, avoir un petit peu l'animation de groupe, l'animation de personnes qui viennent d'horizons très divers. Où on peut se retrouver avec des gens qui ont plus ou moins de capacité à s'exprimer et autres. Ben, il faut quand même avoir un petit bagage sur l'animation de groupe de discussion et ce genre de choses, là, je pense, parce que être au minimum formé à ça, là, ça, je pense que c'est vraiment essentiel, là. Et puis, avoir cette capacité de donner la parole à tout le monde, d'être excessivement, surtout pas exclusif, là, mais vraiment Ouais. inclusif au Inclusif. max, là, c'est super important, là, d'être pas de jugement de valeur, euh, avoir une capacité de neutralité totale et puis de savoir bien mettre en valeur les personnes, ça c'est super important aussi. Donc il y a quand même une petite méthode de quali à aller chercher et des habilités à travailler en amont qui sont vraiment importantes. Et c'est vrai que au Québec, il y a ces fameux cours quand même de recherche qualitative et de recherche quantitative que l'on donne, là, qui peuvent quand même être, que les étudiants ont eu quand même en général. J'arrive pas toujours à savoir s'ils sont vraiment mis en situation toujours pour pouvoir le faire, puis qu'on les évalue par rapport à ces mises en situation. Je pense que c'est pas toujours le cas, mais ça nécessite quand même, en tous les cas, qu'il y ait un petit peu de rodage au départ, quoi. Ben, merci infiniment, Marie-Pascale, pour tes précieux conseils. Puis cette présentation, c'était vraiment excellent. Vraiment, là, on n'a pas juste. C'était la science, mais aussi tous les conseils que tu nous livres, c'est les suggestions, ton analyse de la situation, en fait, tes réflexions. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Ça termine un peu ce webinaire d'aujourd'hui. Je pense que j'y vois pas trop Je peux d'autres. juste rajouter une chose, là, Oui. c'est qu'on a fait une demande là, à l'Obvia. Là, il y avait un nouvel appel à projet qui a été envoyé il y a quelques mois, puis on a répondu un peu la même petite équipe là. Et là, on travaille sur les chatbots, là, donc sur les dialogueurs. Donc j'ai appris que la traduction française, c'était le dialogueur ou l'agent conversationnel. Et là, pareil, c'est de voir de quelle manière aussi la population est prête ou pas dans le domaine de la santé, à utiliser ces nouveaux outils technologiques. Et on va travailler aussi donc avec les citoyens et des patients dans ce domaine-là. Ben, bravo, c'est un J'espère, si on modèle est qui financé, fonctionne. bien sûr. Ben, j'espère. Bravo, ça semble être un modèle qui fonctionne. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, pour notre part, on va se retrouver en fait mardi le 23 janvier pour un nouveau webinaire intitulé La casse-tête de la mesure, défis et perspectives pratiques et scientifiques. Ça va être animé par Madame Céline Gélina, qui est avec nous aujourd'hui, qui est professeur à l'Université de McGill, et Patrick Lavoie, qui est professeur agrégé à l'Université de Montréal. Donc, il est toujours possible de vous inscrire à ce webinaire ou aussi à nos autres activités en visitant notre site web www.resic.com. Et merci d'avoir été avec nous et à la prochaine. Encore merci Marie-Pascale et à bientôt tout le monde. Merci à vous. Merci. Bonne Bonne fin de Merci. semaine. journée.
Merci, Oui. au revoir.